J'espère que vous la voyez tous. Bonjour, je suis ravie de venir vous présenter un projet en neuroéducation qui se développe dans l'école dans laquelle j'enseigne depuis plusieurs années maintenant. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la façon dont nous impliquons les parents dans notre projet en neuroéducation à l'école. Donc, ce projet se développe depuis les années 2015 parce que nous sommes plusieurs enseignants à faire partie d'un groupe de recherche sur Paris qui regroupe 4 établissements scolaires. Et ce groupe a pour but de se former autour des grands principes de la neuroéducation et de mettre en place des projets, des protocoles qui sont pilotés par un chercheur, Jocelyn Relier, qui nous accompagne dans nos démarches. Notre groupe s'appelle Gnotissoton, qui veut dire en grec « connais-toi toi-même », car nous partons du principe que mieux se connaître permet de mieux apprendre. Nous intervenons dans toutes les classes. Enseignante spécialisée, j'interviens 1 heure par semaine dans toutes les classes et je pilote ce projet au sein de l'établissement. Je donne maintenant des formations à l'extérieur de l'établissement. Et j'ai d'ailleurs fait le DU neuroéducation l'année dernière pour compléter ma formation. Nous participons en équipe à de nombreux événements, comme le colloque Neurosciences à Angers cette année, et nous développons des temps spécifiques, comme les DEJ-PEDA, qui permettent de parler neuroéducation hors temps scolaire. Ce parcours se développe, alors je ne vais pas le détailler ici, ce n'est pas l'objet de mon intervention, de la maternelle au CM2. On commence en maternelle avec surtout des entraînements aux fonctions exécutives. Il n'y a pas trop de théorie, quoique on aborde déjà des généralités sur le cerveau. Au CPCE1, on s'appuie sur ces généralités sur le cerveau, on les développe, on les affine, et on a tout un programme au niveau de l'attention, puisque l'attention, c'est un petit peu la condition nécessaire pour que tout se fasse, tous les apprentissages se fassent. Et donc, ça nous paraît important de commencer le parcours par tous les principes qui nous permettent de comprendre l'attention. En CE2, c'est une année un peu charnière pendant laquelle j'articule vraiment des principes en neuroéducation avec la didactique de la compréhension en lecture, puisque c'est un petit peu ma spécialité en didactique. On essaye de comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand on essaye de décortiquer un texte, de le comprendre, de faire des liens, d'inférer, de lire entre les lignes, etc. Donc, on fait le rapprochement entre les stratégies de lecture et des principes cérébraux. En CM1, c'est une année très importante, nous parlons de la mémoire, mais nous raccrochons cette mémoire à des éléments méthodologiques très importants et nous passons une bonne partie de l'année à apprendre aux élèves à apprendre. Et on commence vraiment à ce moment-là à impliquer de manière très active les parents dans le processus. Dès la maternelle, vous allez voir, on les implique, mais en CM1, CM2, on les engage encore plus dans ce projet. En CM2, on continue un travail sur l'inhibition et la lecture-compréhension, mais on a tout un projet avec une collègue qui est également comédienne autour des émotions, du cerveau des ados et qu'est-ce qui se passe quand on ressent des émotions en tant qu'adolescent, puisqu'il y a des processus spécifiques qui se mettent en place à cet âge-là. Nous axons bien sûr tous nos projets autour de la métacognition. C'est ce que nous avons en ligne de mire. Donc, je ne développe pas la métacognition parce que je sais que mes collègues l'ont faite avant moi et le feront après. Donc, nous essayons de développer la métacognition avant, pendant, après la tâche. Et tous ces concepts en neuroéducation,
sont abordées dans le questionnement, dans l'échange. Les élèves sont de véritables co-chercheurs avec nous pour essayer de mieux appréhender leur façon de fonctionner et d'avoir un regard critique, au bon sens du terme, sur leur façon de fonctionner. Alors, l'implication des parents se fait, je dirais, par deux leviers différents. Le premier, qui est très important, c'est la formation des parents par les élèves. Je vais vous donner deux exemples. Et puis, l'autre levier, ce sont les apports théoriques par des formations que je propose régulièrement. J'en propose une d'ailleurs le jeudi 27 autour des fonctions exécutives pour les parents de CP, CE1 et puis aussi pour des professeurs du collège qui nous rejoignent dans le projet et qui veulent se former. Donc, on a des formations aussi qui mélangent des parents avec des professeurs. Et je trouve que ce concept est essentiel si on veut que nos écoles soient de véritables écoles apprenantes, où on a tous à apprendre de tous. Voilà, donc l'exemple dont je vous parle très brièvement, puisque je vais détailler un petit peu plus autour des émotions, c'est celui de la mémorisation en CM1 et CM2, où on développe tout un parcours, enfin une progression autour de l'apprentissage des leçons pour montrer que les méthodes qu'on utilisait, nous, autrefois, et qu'on connaît en tant que parents, sont souvent pas la bonne et souvent correspondent à une mauvaise conception de la mémorisation, une mauvaise connaissance des processus de mémorisation. Et donc, l'image que vous voyez là, donc bien sûr, elle est pré-Covid, donc ça date, mais c'est une image où on voit les parents d'élèves qui avaient une leçon à apprendre. On leur avait donné une leçon à apprendre 15 jours avant la rencontre et ils viennent avec nous reconstruire une leçon et travailler la reconstruction de leçon avec les élèves. Mais les élèves, au préalable, avaient présenté leur travail en montrant des PowerPoint fabriqués en classe où ils expliquent ce que c'est que la mémoire, ce que c'est que la mémorisation, ce que c'est que la mémoire reconstructive, ce que c'est que la consolidation, la récupération. Et ce sont les élèves eux-mêmes qui ont expliqué à leurs parents comment ça se passait. Alors, je ne peux malheureusement pas vous montrer une vidéo parce que ces vidéos datent d'années antérieures et je n'ai pas les autorisations pour diffuser ces vidéos à l'extérieur de l'établissement. Donc, c'est dommage, mais il y a des vidéos qui montrent tout ce processus. Nous avons également, et je vais m'arrêter un tout petit peu là-dessus, comme je vous le disais, un projet sur le cerveau et les émotions. Donc, nous abordons avec les CM2 quelques concepts clés. D'abord, qu'est-ce que les émotions? Qu'est-ce que ça n'est pas? Et quelle est la différence entre les émotions, les sensations, les perceptions, les sentiments, les humeurs? Nous travaillons sur les émotions primaires et secondaires. Nous travaillons sur la théorie de l'esprit et l'empathie, le circuit cérébral des émotions, et nous abordons un point très important, les spécificités cérébrales à l'adolescence, puisque ça explique un grand nombre de phénomènes durant l'adolescence. Et nous terminons tout ce parcours par une sensibilisation au harcèlement et aux addictions, puisque c'est extrêmement lié aux particularités cérébrales de l'adolescence. Nous proposons une alternance de séances théoriques et de séances pratiques à travers le théâtre qui permettent d'illustrer ce qu'on a vu en séance pratique et en séance théorique, pardon. Et du coup, tous les concepts travaillés sont articulés avec des séances autour des émotions, des scénettes, des sketchs, des jeux de rôle, des exercices théâtraux, etc., avec à chaque fois la volonté de questionner les élèves autour de ce qui se passe en séance théâtrale. Donc, je vous ai mis ici un petit peu la séquence pour que vous voyez la progression. Donc, ça reprend un petit peu ce que je vous montrais dans les bulles rouges tout à l'heure et ça montre une alternance de séances théoriques et pratiques. Nous n'oublions pas de développer, grâce au travail des enseignantes qui font vraiment le relais avec mon travail,
on développe une boîte à mots des émotions, puisqu'on s'est rendu compte que c'est bien gentil de travailler sur les émotions, mais quand on n'a pas les mots, eh bien, on ne peut rien faire. Et on s'est rendu compte que même en CM2, eh bien, à part je suis triste, j'ai peur, ou je suis joyeux, je suis content, et il n'y avait pas beaucoup de subtilité, de granularité d'analyse des émotions qui étaient très, très faibles. Et du coup, on a des séances où on développe ce vocabulaire des émotions. Et à chaque séance, on répertorie les mots qui sont importants à garder et à réutiliser. Donc, c'est sous forme de cartes questions-réponses que les enseignantes réutilisent en classe régulièrement pour que les élèves mémorisent et réactivent ces mots régulièrement. Nous travaillons par exemple, alors là, je vous donne un seul exemple de concret de ce qu'on peut faire en théâtre. Nous avons travaillé via le C'est pas sorcier sur les émotions, le circuit de la peur, avec l'exemple d'une jeune femme qui regarde un extrait de la scène de Psychose. Je vous rassure, les enfants ne voient pas trop de détails de cette scène. Et on explique les deux circuits, le circuit court et le circuit long des émotions dans le cerveau. Et on met en place ensuite ce circuit encore dans le corps, puisque nous avons rédigé une scénette. Alors là, vous avez juste un petit bout, le début, où tous les élèves vont jouer des parties du corps qui mettent en jeu les émotions et qui sont importantes dans le déclenchement, l'expression et la régulation de l'émotion. Donc, vous voyez ici, on a des personnages, Mister Thalamus, Mister Cortex, Miss Amygdale, Mister Hypothalamus, les glandes surrénales, les pupilles, les poumons, la digestion, les sueurs froides et le foie. Et nous mettons en scène ces deux circuits cérébraux pour que les élèves puissent se l'approprier, puisque c'est quand même des concepts enfin, c'est assez compliqué. Donc, on leur donne les moyens de se l'approprier d'une manière ludique. Alors, c'est toujours pareil, je ne peux pas vous montrer de vidéo parce qu'on est exactement en train de travailler ça en ce moment. On est en train de finaliser le travail des scènes et on va les filmer dans 2 semaines. Et les films de l'année précédente, je ne peux pas vous les montrer parce que je n'ai pas l'autorisation et je ne peux pas rattraper les élèves. Ils sont en CM2, pas toujours dans le même établissement, donc c'est un petit peu compliqué de vous montrer ces vidéos. Et puis, le deuxième axe, donc bien sûr, je reviens un petit peu en arrière, ces vidéos sont montrées aux parents, sont expliquées aux parents. Et ce sont les élèves qui expliquent les tenants et les aboutissements de leur travail avec les parents, soit en réunion et en rencontre quand il n'y a pas le Covid, soit en vidéo, on multiplie les vidéos, tant pis, quand on ne peut pas faire autrement. L'aspect théorique, donc l'autre levier, c'est une formation aux parents. Donc cette formation, elle commence dès la grande section. Les parents sont habitués à avoir des rendez-vous réguliers, facultatifs, mais il y a de plus en plus de monde. Demain, par exemple, enfin jeudi pour les fonctions exécutives, le 27, il y a une centaine de personnes inscrites. Donc il y a vraiment petit à petit une émulation qui se crée dans l'établissement et les parents deviennent demandeurs de ces formations. Et par exemple, l'année dernière, donc en mai dernier, grâce à l'association des parents d'élèves de l'établissement qui a fait le relais, j'ai proposé une formation sur le cerveau et les émotions aux parents. Donc, c'est une formation un peu plus poussée, bien sûr, que ce que les élèves ont reçu. Et cette formation, je l'avais présentée sous forme de Geniali, dont vous avez le lien ci-dessus. Voilà. Et vous pouvez tout à fait vous rendre sur le lien de ce Geniali. Je pense qu'il sera mis sur un Padlet également pour pouvoir le consulter. Donc, cette formation abordait des grands thèmes importants des émotions à l'adolescence. Donc, d'abord, une définition de l'adolescence, ce qui n'est pas si simple, une définition des émotions, quelques généralités sur le cerveau qui permettaient de comprendre les grands principes cérébraux et les circuits cérébraux qui sont en jeu dans les émotions.
Toute une partie était consacrée à la maturation cérébrale à l'adolescence, qui a certaines caractéristiques importantes à comprendre, les conséquences de cette maturation sur le comportement des adolescents, et puis des pistes, de nombreuses pistes. J'ai mis quelques pistes, mais je pense qu'en fait, j'en ai donné des nombreuses avec des liens pour accompagner les adolescents. Juste un exemple, et puis parce que c'est très important dans les émotions, cette partie qui montre qu'à l'adolescence, il y a une véritable dysynchronie entre les régions cérébrales qui sont chargées du contrôle, du raisonnement, de la rationalité, de la nuance, avec toutes les zones cérébrales qui sont en pleine expansion et qui sont liées au développement des émotions. Donc, vous voyez en gros là, en rouge, les régions limbiques sont les régions qui sont impliquées dans la naissance des émotions. Ces régions sont très activées au moment de l'adolescence, en particulier en raison de la croissance des hormones, mais pas que. C'est aussi dû à la maturation naturelle du cerveau, qui est programmé génétiquement comme ça. Et puis, le cortex préfrontal, qui, lui, se développe de manière très linéaire. Et donc, vous voyez, au moment de l'adolescence, il y a une différence entre ces deux courbes qui fait que les adolescents vont être habités par des émotions de plus en plus nombreuses, mais qu'ils ne sont pas outillés pour les réguler et pour les contrôler. Contrairement à l'adulte, qui a des stratégies de régulation, il y a des chercheurs qui ont dénombré plus d'une quarantaine de stratégies pour réguler les émotions. L'adolescent, lui, n'est pas outillé cérébralement pour réguler son émotion. Et vous comprenez donc que cela a des grandes implications sur leur comportement, les addictions, leur prise de risque, les comportements avec les pairs, PAIRS, etc. Voilà, donc en fait, ce qui est très important dans ce développement de la coopération avec les parents, c'est d'y aller progressivement d'abord, ça ne se fait pas tout de suite. Il nous a fallu 5-6 ans pour que les parents se mettent à coopérer avec nous dans les classes, nous faire confiance. Maintenant, il y a même des familles qui demandent à inscrire leurs élèves grâce à ce projet, donc c'est une véritable demande, c'est un véritable engagement. Il faut y aller donc doucement. Il ne faut pas y aller en sachant. Il faut y aller avec toujours cette dimension de chercheur. Nous cherchons avec les élèves, nous essayons de trouver des réponses aux questions que l'on se pose sur l'apprentissage et sur le cerveau, sans apporter des vérités toutes faites et des recettes. Et puis, il faut également choisir les thèmes abordés. Par exemple, la mémorisation, ça les concerne vraiment directement parce que apprendre ces leçons, les parents sont au premier rang pour pouvoir aider leurs enfants. Et puis, ça répond souvent aux questions qu'on a en rendez-vous de parents. Comment je fais pour aider mon enfant à apprendre? Bien voilà, on essaye de leur apporter des billes. Et puis, le projet sur les émotions, il est tout aussi utile puisque les parents savent qu'à l'adolescence, leur attend une période un petit peu difficile, parfois compliquée. Je suis en plein dedans, je sais de quoi je parle. Et il y a toujours moyen de raccrocher ces projets à quelque chose qui les rend encore plus parents. Par exemple, cette année, autour des fonctions exécutives, on a développé des entraînements avec le jeu. Et les jeux sont utilisés en classe, puis sont présentés aux parents par une vidéo où on leur explique ce que travaille chaque jeu. Par exemple, on prend le jeu du bazar bizarre et on montre qu'il fait travailler l'inhibition et on va expliquer ce que c'est que l'inhibition. Et les jeux circulent dans les familles. Voilà, donc on essaye de faire rentrer la neuroéducation dans les familles. On essaye que ça circule dans les deux sens et dans même les trois sens. Des enseignants vers les parents, des parents vers l'école, des élèves vers les parents. Et avec cette synergie, on essaye d'enrôler petit à petit les familles. Mais c'est un travail de longue haleine, mais le jeu en vaut la chandelle. Voilà, j'étais ravie de vous présenter rapidement
notre travail, je parle au nom de toute une équipe, puisque sans cette équipe, je ne pourrais bien sûr pas mettre en place tout ce projet. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de réunion.